vais essayer de vous présenter un petit projet qui s'est terminé après 4 étapes, 4 expositions l'année dernière au Palais de Tokyo. Je vais revenir un petit peu sur ce projet que j'ai eu l'honneur, il faut le dire, et le plaisir de mener à bien avec Georges Didier Berman. Donc c'était un travail en commun entre un historien de l'art et un plasticien, photographe que je suis. Et tout ce travail était basé sur Aby Warburg et la question effectivement aussi de la mémoire, si vous voulez, iconographique, iconologique. Alors tout commence en fait avec une exposition que Georges Didier Berman avait organisée en 2011 pour Reina Sofia, pour un grand musée en Espagne et que vous connaissez. Au départ, c'était une sorte de commande de faire une exposition sur Aby Warburg, sa méthodologie. Finalement, Georges Didier Berman a répondu à cette demande par une exposition avec à peu près 400 œuvres d'artistes du XXe siècle et contemporains qui, d'après lui, après de longues recherches, répondaient d'une certaine façon à cette question warburgienne de la survivance des images et de la question de l'atlas. Donc l'atlas Mnemosyne développé par Aby Warburg dans les années 20. Donc vous voyez ici une vue d'exposition de la 3e étape de ce projet que Georges Didier Berman a montré donc à Hambourg dans la collection Falkenberg. Lieu assez étonnant, un peu comme lieu de Piranèse, comme ça, à la fois White Cube, mais aussi lieu d'exposition d'un collectionneur allemand, où étaient donc présentées un certain nombre d'œuvres, mais pas simplement des œuvres d'art, mais aussi des documents, des livres sous vitrine et d'autres documents, toujours en relation avec cette question de l'Atlas. Alors le tout était montré à trois endroits, en 2011 à Madrid, à Karlsruhe et à Hambourg. Et à la fin de ce projet, Georges Didier Berman, avec qui j'avais travaillé sur d'autres projets déjà, autour de Walter Benjamin d'ailleurs, m'avait contacté en me posant la question si j'avais envie de prolonger cette aventure autour de Warburg, mais sous une forme photographique. Donc d'une certaine façon, à la Benjamin, une exposition à l'ère de sa reproductibilité technique ou voire même photographique. Donc on a développé un projet autour de cette pensée de Warburg, mais spécifiquement de la question photographique de Warburg. Et comme vous le savez évidemment, Aby Warburg, avec cet atlas Mnemosyne, a développé une sorte de mémoire bien spécifique, iconographique, iconologique, avec une méthodologie bien spécifique qui remonte à des formes du XVIIe, du XVIIIe, mais qui va lui appliquer au début du XXe siècle, dans les années 20, avec le médium photographique. Donc vous avez juste ici deux vues de la dernière publication qui a été publié il y a 2 ans, qui analyse cet atlas et ces différentes planches de Aby Warburg. Et évidemment, c'est une pensée qui, aujourd'hui, depuis quelques années, est quelque chose de très courant et très à la mode, je dirais. Moi, en tant que photographe, ce qui m'a spécifiquement intéressé, ce sont effectivement ces 2 aspects photographiques dans le processus warburgien. Je reviens juste une seconde sur une de ces fameuses planches. Vous le savez, Warburg avait donc soit commandé, soit collectionné, découpé des photographies d'œuvres d'art pour faire la démonstration de ces différentes théories, notamment de la survivance des images, en rapprochant donc physiquement sur ces planches en tissu différentes photographies qui, d'après lui, interagissaient et montraient effectivement la survivance de certaines iconologies, notamment pour lui autour de la Renaissance. Donc ici, il y a la planche 42 autour de la question de la lamentation. Donc c'est une première chose. Warburg, sans la photographie, c'est impensable, mais aussi l'autre aspect est très photographique là-dedans. Quand on regarde cette planche aujourd'hui et quand on regarde le livre, on a effectivement des photographies de ces planches, parce que Warburg non seulement a collectionné des photographies et fait ses constellations
éphémère hein, qui était faite pour être changée. Et il a aussi ensuite demandé à un photographe de garder trace, de mémoriser ces différentes constellations par une photographie. Alors ça peut nous amener effectivement à je dirais presque un petit malentendu par rapport à la méthodologie warburgienne, puisque nous avons cette mémoire photographique des différentes planches. Or, le système de Warburg était précisément le contraire. C'était un système très ouvert, qui était flexible, donc il gardait ces images dans la petite boîte, si j'ose dire, 1200 images, et à l'occasion, il les a réactualisées et reconfigurées d'après le besoin. Donc pour moi, c'était important de sortir Warburg, si vous voulez, de cet aspect un peu figé d'une sorte de pensée unique, et de travailler effectivement sur cette question de mobilité. Si vous regardez d'ailleurs ces différentes planches, si vous allez dans les archives et regardez les plaques de verre de ces photographies, vous constatez très vite que souvent il y a différentes constellations et il y a parfois une image qui reste, mais le photographe fait plusieurs images avec différentes constellations. Je vous ai choisi 2 images, d'ailleurs vous avez aussi les livres de la bibliothèque de Warburg derrière les images photographiques. Donc si vous faites les 2 variantes sur une constellation à l'intervalle de quelques minutes ou heures, vous constatez que cette constellation peut changer. Donc pour moi, en tant que photographe, c'était extrêmement important de travailler sur cet aspect, et mon travail était de faire donc ce projet qui s'est déroulé ensuite, suite aux expositions originales, si j'ose dire, sur 4 lieux différents. On a commencé au Frénois, ensuite le projet a été montré à Rio de Janeiro, 3e étape à Beyrouth, et puis 4e étape finalement au Palais de Tokyo. Donc j'essaie de revenir sur 2 de ces différentes étapes. Avant, je vous montre quelques images pour vous donner une impression de ce que c'est. Donc le photographe qui travaille sur une exposition qui sera démonté et qui est censé continuer à exister sous forme photographique. Qu'est-ce qu'il fait le photographe? Il va essayer de saisir quelque chose de ce processus d'exposition. Donc je suis allé à Hambourg et j'ai photographié avant, pendant ou après le décrochage de cette exposition, je dirais toute la monstration, tout le mouvement de cette exposition, avec une attitude qui n'est pas celle d'un photographe documentaire, pas celle d'un photographe qui travaillait pour une institution ou qui gardait trace de la mémoire de cette exposition, mais de quelqu'un qui réinterprétait photographiquement et très subjectivement ce processus d'exposition. Donc je ne rentre pas dans les détails évidemment de ces images, c'est juste pour vous donner effectivement une petite impression de quel type d'image photographique il s'agissait. Donc c'était pour montrer effectivement ce processus du montage, du démontage et de monstration de cette exposition. Donc ça peut être des emballages, ça peut être des projecteurs qui projettent un travail, ça peut être aussi des livres comme celui-ci qui était sous vitrine. Donc c'était toute une attitude de garder trace effectivement photographique de cette exposition et de proposer une nouvelle variante, si vous voulez, de cette exposition. Alors, je vous montre assez rapidement une planche à la Warburg qui vous montre ces différentes images. Donc j'ai fait à peu près 1200 images en 2 ou 3 semaines. Et donc ça a créé une sorte d'archive photographique dans lequel nous avons, avec Georges Duberman, ensuite puisé pour faire une sélection et pour proposer ces images-là sous une forme assez spécifique dans l'espace. Donc je vous montre quelques images d'abord de cet espace qui est le Frénois. Donc vous connaissez probablement tous et toutes ce lieu d'exposition et cette école artistique, centre d'art et lieu d'exposition. Pour vous montrer aussi qu'on a combiné dans cette exposition qu'on a appelée Nouvelle histoire de fantômes, finalement 2 choses. La première, c'est une sélection d'extraits de vidéos de la planche ou d'une interprétation de cette planche 42 autour de la lamentation, des extraits de vidéos d'artistes cinéastes du XXe siècle qui représentaient
des extraits effectivement de cette question assez politique du soulèvement ou de la lamentation, où la lamentation va devenir quelque chose d'un acte politique, et nous avons projeté donc ces images de façon zénitale sur cette grande surface, un peu comme un tapis, si vous voulez, d'images, mouvements qui bougent. Donc il y a une sorte d'interprétation contemporaine, cinématographique de cet aspect iconographique de la planche 42. Ça c'est une vue d'en haut. Donc vous imaginez un tapis d'images avec des images qui bougent et qui ont aussi une bande sonore. Et puis vous avez derrière, sur cette image vous le voyez, vous avez derrière toute une série de photographies, une bande photographique qui vous montre dans cet espace très spécifique, il y a un passé très intéressant d'ailleurs, je peux y revenir dans les questions tout à l'heure, effectivement un assemblage de ces images photographiques que j'ai directement collées sur le mur après une sélection assez pointue autour effectivement de ce 1200 images. Donc dans le cas du Frénois, on a montré à peu près 80 photographies qui donnaient une sorte de presque un film, si j'ose dire, avec des images fixes photographiques qui couraient tout au long de cette balustrade ou cette coursive sur le balcon, et avec cette méthodologie de travailler avec le dos bleu, ces images ne sont pas exposées comme des images classiques ou encadrées sur le mur. Il épouse littéralement les murs et s'applique sur le mur et révèle d'une certaine façon aussi le lieu d'exposition. Donc l'idée c'était d'inverser ce geste photographique et notamment de combiner dans un montage linéaire mais cassé par l'architecture cette sélection qui était spécifiquement choisie pour le lieu et qui effectivement va rompre avec cette idée de créer des images qui seraient des œuvres au-delà des œuvres. Et puis le deuxième aspect, c'est aussi l'aspect éphémère de la chose, puisque en travaillant avec le dos bleu, effectivement, cette exposition a été conçue pour une durée déterminée, combinée avec les projections vidéo. Et puis l'idée aussi du projet, c'était justement de transposer cette exposition dans d'autres lieux. Alors je saute au deuxième lieu, qui était donc le Palais de Tokyo, pour vous montrer un peu cette scénographie et l'expérience, je dirais, physique dans cet espace d'exposition. Donc l'idée, c'était de prendre le même principe qu'on avait d'une certaine façon déjà testé au Frénois et de l'adapter, de le reconfigurer dans une autre situation spatiale. Et pour le faire, donc, j'ai fait faire une maquette de cet espace que vous connaissez au Palais de Tokyo, qui est assez spectaculaire. Et cette maquette nous a servi effectivement pour saisir ce lieu. On a gardé certains éléments de la configuration du Frénois, mais on a essayé d'aller plus loin avec cette disposition et ce dispositif qui se voulait comme un dispositif très physique, corporel, où le visiteur, le spectateur se déplace et déambule dans l'espace en combinant effectivement de nouveau ces images mouvements qui sont projetées du plafond et une sorte de longue bande sur 120 mètres linéaires, des images photographiques. Donc, je passe les images un peu techniques autour de cette maquette et je vous montre quelques images de cette conception qui est de nouveau basée sur l'éphémère du papier bleu avec une dimension plus grande, puisque l'idée c'était aussi d'adapter à chaque fois le format des images à l'espace. En l'occurrence, il s'agit des images relativement grandes, 2,40 m sur 3,12 m pour les images photographiques, avec tout ce que ça comporte effectivement de montage technique et de spatialisation effectivement de cette archive photographique. Et in fine, donc, on a conçu une déambulation qui était basée un peu sur des dispositifs du 19e siècle. Moi j'avais travaillé pas mal sur les questions des grandes peintures panoramiques du 19e, et en regardant un peu l'espace du Palais de Tokyo avec cette courbe, donc j'ai essayé de réagir par rapport à cela. Donc on rentrait dans la salle avec une rétroprojection de cette planche 42 de Warburg, et puis on passait à droite et on montait sur un escalier sans forcément voir les choses qui étaient derrière, et ensuite on se retrouvait sur un balcon, de nouveau une coursive qu'on a fait construire pour créer cette déambulation
des visiteurs. Donc on découvre en montant cet escalier, cet espace avec des simèses de à peu près 8 mètres de hauteur. Et puis on est en face de nouveau de cette bande photographique qui court tout au long du mur opposé. Et en bas vous avez donc ces projections. Vous continuez et donc de nouveau ce montage d'images mouvement qui bouge en même temps, évidemment, de façon simultanée. Et cet espace-là, si vous regardez en arrière, vous avez la rétroprojection et donc cette combinaison entre les images projetées et les images photographiques. Et on a créé une sorte d'ambiance lumineuse qui était, je dirais presque un peu l'espace illusoire du cinéma, avec un éclairage sur les images photographiques qui était proche des images projetées sur le sol. Tandis que dans la deuxième partie, quand on descend, redescend cet escalier, on découvre donc la deuxième partie qui court derrière au niveau photographique et qui nous plonge dans une autre ambiance de lumière où, de façon un peu brechtienne, si j'ose dire, j'essaie de proposer quelque chose qui est plutôt la désillusion, où on peut toucher ce papier photographique, on réalise effectivement qu'il s'agit que d'images photographiques collées au mur. Et donc les protagonistes, les visiteurs deviennent un peu, non seulement les visiteurs, mais aussi, si vous voulez, le peuple qui va peupler littéralement cet espace d'exposition. Donc on se déambule sur les 3 étages, si vous voulez. Vous avez donc l'étage de la forcive, un deuxième niveau qui est cet entresol de la partie derrière, et puis finalement on peut aussi traverser cet espace et redescendre, et ça c'était une grande différence par rapport à la proposition qu'on avait eue au Frénois, où on ne pouvait pas descendre, voir les images de près. Là on peut effectivement se déambuler dans les images et se mélanger à ces images. Donc une expérience très physique de ces images qu'on va percevoir non seulement d'en haut d'abord, mais aussi d'en bas, tout en étant dans les images et aussi avec un système sonore qui était très important. Donc quelques images de cette installation. Vous voyez effectivement le principe de ces 3 niveaux, et quand je dis panorama, c'est parce qu'effectivement, vous le savez peut-être, dans les panoramas, on avait toujours cette configuration d'une plateforme au milieu d'une rotonde, et vous avez la grande toile qui est à l'intérieur de ce dispositif, et le public, le spectateur est mis à distance par rapport à ce qu'il voit, une distance de quelques mètres, et entre les deux, il y a cette zone qu'on appelle le faux terrain. Donc un terme technique qui souvent est constitué d'un vrai faux paysage où effectivement le visiteur n'a pas accès, mais qui va encore plus tromper le spectateur par rapport à la configuration de la peinture. Et donc mon idée là, c'est de jouer avec cela et de rompre cette interdiction, cet interdit du faux terrain, et d'amener vraiment littéralement le public dans cette zone de perception d'image. Donc là encore plus qu'au Frénois, on a essayé de renverser cette situation entre l'image photographique et le corps, et la déambulation dans le corps. Et bien évidemment, c'est aussi une sorte de réflexion par rapport à ces théories warburgiennes, dans lesquelles évidemment je ne peux pas rentrer en détail. Donc vous avez ici dans la déambulation le retour, donc la sortie se faisait ici au bout du couloir, si vous voulez, à droite. Donc ça faisait une sorte de circulation et une perception à la fois auditive et visuelle dans cet espace-là, et je vous montre les 2 dernières images en sortant donc de cet espace. Merci beaucoup. Merci.